Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le RAID sur Windows 10. Vous retrouverez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description de cette vidéo. Alors le RAID est une technique de stockage qui permet de répartir les données sur plusieurs disques durs. Alors il y a plusieurs raisons pour utiliser un RAID. Alors la première raison c'est souvent pour améliorer les performances ou sinon pour la sécurité. Mais on pourra aussi l'utiliser pour augmenter la tolérance aux pannes. Alors on entend dire pas mal de choses sur le RAID et principalement sur le RAID des versions post-client de Windows. Alors le RAID sur serveur est un petit peu différent. Et c'est justement sur Windows, ici Windows 10, que je vais vous montrer comment ça marche. Pour les autres versions, comme Windows 7 ou Windows 8, ça sera exactement pareil. Parmi les systèmes RAID les plus intéressants, on va retrouver le RAID 5. Alors c'est pas totalement vrai car il existe à peu près 15 types de RAID. Les systèmes Windows en natif ne proposent rien de plus que le RAID 5. Avec le RAID 0 qui est tout simplement l'ajout de disques pour augmenter la capacité et le RAID 1 qui est la mise en miroir. Dans cette vidéo, on verra surtout quels sont les types de RAID que l'on peut faire avec une version cliente de Windows. Alors sur l'internet, on pourra lire que Windows 10 peut faire du RAID 5. Alors c'est ce qu'on va voir, ou plutôt c'est ce qu'on va pas voir, car il en est bien incapable. Alors avant de passer à la réalisation d'un RAID sous Windows 10, voici un petit mot quand même sur le RAID 5. Alors le RAID 5 nécessite un minimum de 3 disques durs. Le RAID 5 Spare, qui est pour sa part utilisé avec 4 disques, dans ce Spare, le quatrième disque est utilisé comme disque de secours ou remplacement, d'où son nom de Spare. Alors ce quatrième disque garantit tout simplement l'intégrité des données. Le Spare est un disque de rechange qui est utilisé uniquement en cas de nécessité. Donc Spare et RAID sont bien deux choses qui sont complètement différentes. Le disque Spare, lui, en temps normal, n'est pas utilisé, donc il vieillit pas à la même vitesse que les autres disques. Donc la machine que je vais utiliser ici a volontairement 6 disques durs en plus du disque réservé au système. Comme ça, si on n'arrive pas à faire du RAID 5, on pourra pas dire que c'est une question de moyens. Je montrerai aussi en fin de vidéo le RAID 5, mais cette fois directement sur une version serveur. Là aussi, vous verrez que ça ne se discute pas. Sur serveur, il n'y a pas de question à se poser. Alors volontairement, dans mes disques durs, il y en a qui n'auront pas totalement la même taille. Alors juste quelques mégaoctets, c'est tout. Hein. Donc comme quand on achète des disques de marques différentes, il y a toujours une petite différence entre les uns et les autres. Alors généralement, quand on prévoira de faire du RAID, que cela soit sur serveur ou poste de travail, autant le prévoir dès le début et acheter directement des disques de marque et de taille identiques. Alors pour vous, vous verrez que généralement 2 disques suffisent. Au-delà de 3 disques, c'est rarement rentable. Vous verrez aussi que l'utilisation du RAID sur poste de travail est bien là pour des besoins qui sont très spécifiques. Alors bien sûr, ici on parle de mise en RAID depuis le logiciel. On parle donc de RAID logiciel. Le RAID physique, avec une carte contrôleur spécifique, c'est encore autre chose. Mais le RAID physique est plutôt réservé aux serveurs, à moins que vous ayez vraiment les moyens et ou que vous en avez un besoin bien spécifique. Mais ce n'est pas ici le sujet. Je vous invite surtout à voir cette vidéo jusqu'au bout et notamment la partie serveur qui vous donnera plus d'informations sur le RAID lui-même et son emploi. J'explique aussi le RAID 5, mais la conclusion vous apporte aussi les raisons pour faire du RAID. Donc l'idée dans un premier temps est de présenter le poste de travail
et de voir comment on va repérer et détecter les différents disques. Alors ça n'a rien de compliqué. Quand on l'a fait une fois, on sait le faire, c'est comme du vélo, mais il faut bien commencer par quelque part. On va retrouver le gestionnaire de disques simplement en faisant un clic droit sur le bouton démarrer. Suivant le poste de travail et surtout suivant ses performances, le gestionnaire de disques mettra de quelques secondes à quelques minutes pour pouvoir s'ouvrir. Alors c'est pas une question de matériel, ça va varier d'un système à un autre. Puis après ouverture, si votre PC est équipé de nouveaux disques, il sera proposé d'initialiser ces disques. Dans le cas des disques qui ont déjà été utilisés, aucune question n'est posée, le gestionnaire s'ouvre et affiche l'état de chaque disque. Donc suivant le besoin, on valide l'initialisation des disques. Après ouverture de la console et après avoir fait un petit peu le tour, on va pouvoir passer directement à la création du RAID. Alors un clic droit sur un disque, une unité, une partition, ou même dans l'espace libre, va vous permettre de voir ce qui est proposé. Et on reviendra un petit peu plus loin sur ces possibilités. Sinon, vous pouvez toujours cliquer où vous voulez sur une unité, une partition, un disque. Le RAID 5 sera toujours grisé si vous êtes sur un poste de travail. Alors on oublie la possibilité de faire du RAID 5 sur Windows client, que ce soit du Windows 10, 8 ou 7, malgré tout ce que vous aurez pu lire à droite et à gauche sur l'internet. Le seul RAID qui vous est proposé, c'est du RAID 0, où on ajoute les disques aux autres pour faire un seul grand volume, ou encore créer un disque en miroir. Alors c'est par le miroir que je vais commencer. Alors pour résumer et faire court, le miroir permet de créer deux partitions totalement identiques avec la même lettre de lecteur. Alors c'est bien pratique, ça permet de sécuriser un système, malheureusement on perd la moitié du stockage. Alors c'est bien pour un système d'exploitation, éventuellement quand on veut le faire migrer vers un nouveau disque et qu'on veut pas s'embêter à faire un clone. Mais bon, c'est surtout pratique pour la disponibilité d'un système sur serveur. Alors pour mettre un volume en miroir, rien de plus simple, il suffit de sélectionner la partition que l'on veut dupliquer, on choisit sa destination, puis on valide. Alors si la partition n'est pas trop grande, ça va pouvoir se faire assez vite. Sinon, on peut attendre un bon moment le temps que la copie se fasse. Alors quand on aura validé la mise en miroir, un message va vous avertir que le disque doit être modifié en disque dur dynamique. Alors un disque dur dynamique, c'est un format un peu particulier utilisé par le système pour utiliser le disque en direct. Alors dans les anciennes versions, donc je parle de ça, de Windows XP et avant Windows XP, on hésitait un peu avant de passer un disque dur en dynamique, parce que quand un disque plantait, souvent il était irrécupérable. Mais bon, les choses ont changé, maintenant on peut y aller, même si un disque plante, on arrivera quand même à récupérer les données qui sont dessus. De toute façon, si vous ne transformez pas votre disque en disque dur dynamique, il n'y aura pas de RAID, il n'y aura pas de miroir, puisque je le répète, le miroir c'est une forme de RAID. On laisse donc la première partition se faire. Bon là elle ne fait que 500 mégas, donc on va vite passer à la seconde. Pour la seconde partition, pas besoin d'explication particulière, c'est exactement la même chose que pour la première. Sauf qu'ici, sur cette partition, j'ai mon système. Et là ça va être pas la même chose, il va être nécessaire de copier tout le système sur le second disque. Comme la copie se fait en arrière-plan, ça va pas se faire en 2 minutes.
Une fois le miroir en création, vous avez le temps. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, travailler en même temps. Alors bien sûr, quand on travaille sur un disque qui est en train de travailler, forcément, il faudra compter un petit peu plus de temps pour la synchronisation. Donc comme on en a pour plusieurs dizaines de minutes, je vais en profiter pour donner quelques explications au passage. Donc comme je l'ai montré avec la souris un petit peu plus tôt, le miroir est une copie parfaite d'un disque sur l'autre ou d'une partition sur l'autre. Donc la lettre de lecteur sera la même pour les deux copies. Donc pas la peine d'aller chercher votre second disque, vous ne le trouverez pas, ça sera totalement transparent. Alors il faut aussi savoir que l'écriture, quand il y aura écriture sur le disque, se fera sur les deux disques durs en même temps. Donc l'écriture se fera au rythme du plus lent des deux disques. De ce fait, on s'arrangera toujours pour utiliser des disques de même performance, de même taille aussi, et comme je le présente ici, on pourra mettre les partitions sur le disque au même endroit. Alors sauf pour le cas des SSD, mais pour les disques durs classiques, les performances varient en fonction du remplissage et de la position sur le plateau. C'est pour ça qu'il est préférable que les deux partitions soient au même endroit sur le disque. Alors pour aider, on pourra aussi choisir un bus ou un port SATA différent. L'écriture se faisant sur les deux disques en même temps, si vous écrivez par le même bus, eh bien il sera d'autant plus sollicité. Après synchronisation, nous voici partis pour la copie entre les deux disques. Alors soyez pas pressés, votre PC tourne déjà depuis quelques temps sans miroir, il pourra encore attendre quelques minutes que la synchronisation se fasse. Alors ma foi, après un temps qui est toujours trop long, la synchronisation est enfin terminée. Les partitions vont alors être indiquées comme scène. Tout ce qui est fait est écrit sur les deux disques en même temps. Si l'un des deux disques venait à tomber en panne ou venait à avoir une défaillance, c'est le second qui prendrait automatiquement le relais. Alors il n'y en a pas un des deux qui est principal par rapport à l'autre. En réalité, les deux disques sont totalement identiques. Alors on va pas attendre que l'un des deux tombe en panne. Sinon on risque d'attendre quand même un bon moment. On va simplement supprimer le premier. Donc on va supprimer celui d'origine et on va bien constater que ce n'est pas ce qui gêne le système de continuer à fonctionner. Alors c'est parti, vous faites comme vous voulez. Vous le supprimez à chaud, vous brisez le miroir, vous reformatez, vous supprimez la partition. En fait, vous faites comme vous voulez. Et on se retrouve tout de suite, bon, à moins que... Mais après, rien. Puisque en réalité, le système va continuer de fonctionner comme si de rien n'était. Alors bien sûr, l'idée ici n'est pas de tout casser, il s'agit de faire un essai. Je vais donc créer une partition sur mon second disque. Comme ça, de cette manière, quand je vais supprimer mon premier, on verra bien au redémarrage suivant que j'ai bien supprimé mon premier disque. Donc une fois que c'est fait, lorsque je vais redémarrer mon poste de travail, un message va bien sûr m'avertir qu'il manque un de mes disques. C'est quand même une bonne chose. Mais pour le reste du fonctionnement, le poste démarrera de manière tout à fait normale. Alors il me dit alors que l'ancien système n'a pas démarré. J'appuie sur la touche F9 et je démarre avec l'autre disque. Alors encore quelques secondes d'attente pour le démarrage.
puis de nouveau un message me demandant sur quelle version je désire démarrer. Alors l'ancien, mais on sait bien qu'il a été supprimé, sinon je démarre sur Plex 2, donc le second disque du miroir. Alors ici bien sûr on sait que le système ne démarrera pas sur le disque 1 tout simplement car il a été supprimé. Dans la réalité bien sûr on testerait le premier puis le second. Après le bon choix, le système redémarrera. Finalement, il démarrera comme d'habitude, comme si de rien n'était. À part les messages qui me préviennent quand même qu'il s'est passé quelque chose. Alors, perdre un disque n'est jamais une mince affaire. Il y a toujours une petite action de maintenance à monter. Dans le cas d'un miroir, il s'agira de relancer le gestionnaire de disques afin de supprimer l'ancienne liaison entre ces deux disques. Avant de se lancer dans la suppression de l'ancien disque en miroir, on peut remarquer que l'on retrouve bien la partition créée sur notre second disque. Preuve que le système a démarré non pas sur le premier disque, mais bien sur le second. Afin de finaliser la suppression du disque défaillant, là il y a vraiment une défaillance puisqu'on l'a supprimé, il suffira de supprimer le disque en miroir de chacune des partitions du système. Une fois rétabli, on se retrouve finalement avec le même système qu'au démarrage avant la mise en miroir. Alors dans la réalité, on changerait le disque et on rétablirait de nouveau le miroir. Sur Windows 10, le miroir est la seule solution de gestion de sécurité des disques. Le système de volume fractionné ou le système de volume agrégé par bande est tout simplement une solution de stockage qui permet d'augmenter la taille d'un volume en le répartissant sur plusieurs disques, voire en augmenter les performances de lecture-écriture. Donc dans un premier temps, après avoir remis un peu d'ordre à tout ça, nous allons passer à la création d'un volume fractionné. Alors un volume fractionné n'est rien d'autre qu'un volume qui pourra s'étendre sur plusieurs partitions ou plusieurs disques. Les données ne sont pas alors réparties sur chaque disque, mais simplement écrites les unes à la suite, comme s'il s'agissait tout simplement d'un seul gros disque dur. Alors chacun y trouvera ses intérêts. La création d'un volume fractionné se fait simplement en cliquant dans un espace libre du bouton droit, puis en sélectionnant, suivant les choix proposés, Nouveau volume fractionné.
Alors après une petite explication sur ce que c'est qu'un volume fractionné, on sera invité à sélectionner les espaces de stockage à utiliser. Alors ici, pas de souci, on pourra encore sélectionner et ajouter d'autres espaces par la suite. Pas de souci non plus de taille, on peut y ajouter des disques de tailles différentes. Donc suivant les besoins, on va donc sélectionner ce qui nous intéresse, puis cliquer sur suivant. Alors la création d'un volume fractionné est totalement identique à la création d'un volume classique. Une fois que c'est fait, on choisit la lettre du lecteur ou son emplacement, on le formate. Alors bien sûr, quand on formate, on n'est pas sur des volumes qui font uniquement quelques gigaoctets. Donc un formatage rapide, ça peut parfois aider. Une fois que les différents choix seront faits, on pourra ensuite poursuivre. Alors comme pour le miroir, on le verra pour le volume par bande aussi, les disques durs sont convertis en dynamique. Alors je reviens pas sur le sujet, alors on laisse le système se mettre en place. Suivant les différents choix de création du volume, il prendra de quelques secondes à quelques minutes. Alors bien sûr chez Microsoft tout est toujours dans le visuel. Chaque type de volume apparaîtra dans une couleur différente. Ici le volume sera affiché en mauve. Alors une fois qu'un volume fractionné a été créé et formaté, il ne reste plus qu'à l'utiliser. Alors là, rien d'exceptionnel. Un volume s'utilise comme toute autre partition avec ses propriétés. En dehors de la manipulation qui vient d'être effectuée, pour vous, tout restera transparent. Une fois qu'un volume fractionné est créé, il est toujours possible de le modifier. Alors pour ça c'est facile, il suffit de se rendre dans l'éditeur de disque, un clic droit sur le volume, et il sera proposé de l'étendre. Alors ne cherchez pas le bouton réduire, il n'y en a pas. On peut étendre un volume, mais on ne peut pas le réduire. Donc il est donc préférable de faire un petit volume fractionné, puis l'étendre par la suite en fonction des besoins. Alors étendre un volume fractionné n'a rien de compliqué. On clique sur étendre, et puis il suffit de suivre ce qui est demandé. On pourra alors ajouter tout ou partie d'un disque, tout en restant sur l'idée de base. Après avoir mis ce que vous souhaitez, il suffit d'étendre le volume. Et lorsqu'on n'en aura plus besoin, d'un clic droit, on pourra le supprimer. Reste enfin le volume agrégé par bande.
L'agrégation d'un volume par bande ne présente pas plus de difficulté que la création d'un volume fractionné. Alors la méthode est toujours la même. Dans le gestionnaire de disques, il suffit de faire un clic droit, on choisit volume agrégé par bande et on y va. On lit les petites explications à ce sujet, on clique sur suivant, puis on choisit les volumes qu'on veut utiliser. Alors cette fois, le choix est relativement important. C'est le plus petit volume qui fera référence. C'est dans ce but que j'avais mis des disques avec quelques mégaoctets de différence. Et là on voit bien que c'est la différence qui restera non utilisée. Alors c'est toujours pour cette raison que le choix du matériel doit être fait dès le début. Idéalement, on choisit des disques identiques. Alors après le choix des disques, il ne restera plus qu'à passer à l'étape suivante. Alors seul le principe de création, d'accès en lecture et écriture diffère d'un volume classique. Donc après sélection des disques, on repassera de nouveau dans une procédure très classique. On choisit l'emplacement ou la lettre, le type de formatage et le nom du volume. Et toujours, juste avant d'appliquer, le message va nous rappeler que les disques seront convertis en disque dur dynamique. Comme pour les autres manipulations, le temps de mise en place dépendra de ce qui a été demandé. Après création, on constate que si un disque a quelques mégaoctets de différence en taille, ils sont laissés libres de côté. Un volume agrégé par bande découpe chaque écriture par bande. On pourrait aussi apparenter cette bande à un ensemble de données, où chaque ensemble est écrit, chacun à son tour, sur un disque différent. La première bande est écrite sur le premier disque, la seconde bande sur le deuxième disque, la troisième sur le troisième, ainsi de suite pour revenir à la fin sur le premier disque. Le nombre de bandes est donc égal sur chaque disque. C'est pour ça que un disque doit faire exactement la même taille qu'un autre. Et c'est le plus petit qui définit cette taille. Alors en dehors de formater ou supprimer un volume, on ne peut pas faire grand chose de plus. Comme je l'expliquais au début, le volume agrégé par bande ne conserve que le plus petit espace. Ainsi, si on prend le cas que je présente ici, il ne serait pas vraiment judicieux d'utiliser l'espace libre laissé sur le premier disque, ce qui limiterait largement l'espace pouvant être exploité. Les minutes suivantes de cette vidéo vont vous montrer la différence principale avec les versions serveur.
Alors sous Windows 10, il n'était pas possible de créer un RAID 5. Ici, vous allez voir, la question se pose même pas, le RAID 5 est directement proposé. Alors il y aura aussi une petite différence, mais lorsque vous en êtes à faire du RAID, que ce soit sur pôle de travail ou sur serveur, je suis même pas sûr que vous allez vous en rendre compte. Alors comme précédemment, pour faire du RAID sur serveur, il faut passer par le gestionnaire de disque. Alors je fais un clic droit sur le bouton démarrer et je choisis le gestionnaire de disque. Quand c'est fait, j'attends tout simplement que la fenêtre s'ouvre et comme d'habitude, ça dépendra du matériel et ça peut prendre aussi quelques secondes à quelques minutes. Donc maintenant que la fenêtre est ouverte, je pense que vous n'avez rien vu, je vous l'avais dit, il y a bien une différence mais elle est à peine perceptible. Sous Windows 10, on vous demande d'initialiser les disques. Sur serveur, on ne vous l'a pas demandé. Ça sera à vous de le faire par vous-même par la suite. Alors bien sûr c'est un détail, il faut juste pas oublier de le faire. Alors ça n'a rien de compliqué. Avant de pouvoir initialiser un disque, il faudra le mettre en ligne. Et c'est parce qu'il n'est pas en ligne, par défaut, que Windows Server ne vous propose pas de les initialiser. Alors pour pouvoir mettre en ligne un disque dur, ça n'a rien de compliqué. On fait un clic droit, puis on choisit de le mettre en ligne. Et si on vérifie en fermant le gestionnaire de disque, on va bien voir qu'au prochain démarrage, il sera proposé d'initialiser le nouveau disque. Donc cette manipulation n'a rien finalement de compliqué et on va pouvoir faire tout en même temps. On met en ligne chaque disque, puis il suffira de faire un clic droit, puis initialiser les disques démarrés, mais non initialisés. Alors rien de compliqué, j'avais prévenu, il ne faut juste pas oublier, sinon, quand on va sélectionner le disque pour le mettre en RAID, je n'aurai aucun choix possible. L'opération sur le serveur n'a rien de compliqué, c'est juste que cela demande une petite réflexion supplémentaire. Maintenant que nos disques sont initialisés, on pourra revenir à la même manipulation que sous Windows 10. Par exemple pour mettre le disque en miroir. Donc là je vais pas faire la manipulation complète, c'est la même chose sur serveur. D'autant qu'on sait que ça va pas se faire en quelques minutes. Après sur la durée que l'opération mettra, c'est bien compliqué d'en avoir une idée avant de commencer. Certaines machines mettront moins de temps que d'autres. Alors pour quelle raison, c'est bien difficile à dire, mais bon, c'est une question de matériel, une question de bus. Et sur serveur, il faut savoir aussi que l'écriture et la lecture sur disque est un petit peu plus optimisée que sur poste client. Alors tout simplement, on va attendre. Alors cette fois, pour passer au RAID 5, on voit tout de suite sur serveur que rien ne gêne. Il suffit de faire un clic droit puis sélectionner le RAID. Alors le RAID 5 se fait tout comme un volume agrégé par bande. On clique sur un des disques, on ajoute un ou plusieurs disques non utilisés puis on valide. Alors pour créer un volume en RAID 5, il faudra sélectionner au minimum 3 unités de disque, sinon on va faire un miroir. Une fois sélectionné, on valide et encore une fois, on attend. Alors sur nos 6 volumes sélectionnés de 1 Tera, bien sûr,
On prend la taille du plus petit comme référence, et l'équivalent d'un volume sert pour la disponibilité. Alors ici le but n'est pas de vous expliquer le principe du RAID avec ses parités, simple ou double, par bande ou par bloc. L'idée est déjà de le découvrir. Alors en réalité ce n'est pas un volume qui va servir de sauvegarde, comme beaucoup de gens le croient, mais en réalité c'est une partie de chaque disque. Quand un des disques lâche, il suffit de le remplacer. Lorsque le nouveau disque est pris en charge, il est pris en compte, la sauvegarde est reconstituée à partir des autres. Alors en réalité il s'agit d'un jeu de XOR entre chaque pas de chaque volume de stockage. Alors suivant la version du RAID, alors pour rappel il en existe plus d'une quinzaine, on pourra perdre un ou plusieurs disques durs en même temps qui seront destinés à la reconstitution de ce RAID. Alors c'est pour cette raison que la construction ou la synchronisation du RAID prendra beaucoup de temps. D'autant que le temps de synchronisation est relatif à la taille du volume. Alors dans certaines entreprises, la synchronisation du RAID peut prendre plusieurs dizaines d'heures. Et là encore une fois, il suffit d'être patient. Alors comme indiqué en début de cette vidéo, il existe de nombreuses versions du RAID et il existe aussi la possibilité d'utiliser des disques spares. Alors malheureusement sous Windows, sans logiciel particulier ou sans carte contrôleur, on ne pourra pas faire grand chose de plus. Alors combiné avec un système de sauvegarde, pour les petites entreprises, alors justement je préciserai pas la taille quand je parle de petites entreprises, le RAID combiné à un système de sauvegarde, pourquoi pas un DFS, et on se retrouve déjà dans de très bonnes solutions de sécurité. Alors l'idée de cette vidéo était plutôt de parler du RAID sur Windows 10. Alors sur pôle de travail, le RAID proposé sera plus destiné à des fins de performance et la possibilité de créer des gros volumes à partir de plusieurs disques. Mais il faudra surtout pas oublier que si l'on perd un des disques du RAID, ce sont toutes les données du volume que l'on va perdre. On gagne donc en performance en répartissant les écritures sur les disques, mais en contrepartie, on perd nettement en tolérance de panne. Vous multipliez les chances de perdre votre travail par le nombre de disques du RAID. Alors, pourquoi utiliser un RAID sous Windows 10 ? Eh bien tout simplement pour gagner en taille de volume ou gagner en vitesse de lecture-écriture. Alors ça devient très utile si vous faites de la vidéo ou si vous faites comme moi, vous utilisez beaucoup de machines virtuelles. Alors on comprendra bien que le RAID sur pôle de travail, ça reste pour un emploi qui est bien spécifique. Alors pour gagner un temps qui est non négligeable, il faudra aussi prendre en compte le port sur lequel est branché le disque dur. Si vous mettez 3 disques durs sur le même port SATA, la lecture-écriture sera probablement limitée à la vitesse du port, même avec des très bons disques durs. En revanche, s'ils sont répartis correctement, 3 disques mis sur 3 ports différents pourront sensiblement augmenter les performances jusqu'à un rapport de 2,5 fois. Alors avec plusieurs disques, on pourra arriver à des performances proches de celles d'un SSD pour un prix nettement moins élevé, même si ces prix ont bien baissé. Après, un autre avantage qu'on pourra avoir avec justement, c'est le fait que sur un disque classique,
on peut écrire beaucoup plus dessus. Donc la tolérance de panne reste quand même un peu plus aléatoire. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines d'autres documents, il vous suffit de flasher le QR code qui est ici sur le côté ou taper tout simplement LJP Info sur Google. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser quelques commentaires. Et je vous dis à bientôt.